je suis chercheuse en littérature de la Renaissance. J'ai fait mes études à l'Université de Genève en littérature française et me suis lancée dans une thèse de doctorat sous la direction du professeur Frédéric Tinguely, spécialiste des XVIe et XVIIe siècles. Cette thèse, j'en ai ensuite fait un livre, paru récemment aux éditions Drault, sous le titre « Des airs, des lieux et des hommes, les théories des climats à la Renaissance », un livre destiné autant aux spécialistes de la Renaissance qu'à un public plus large. Aujourd'hui, le changement climatique est dans tous les esprits. Ce sont les effets de l'homme sur le climat qui nous préoccupent. Mais si on revient quelques siècles en arrière, on s'aperçoit que ce qui occupait alors le plus les pensées, c'était à l'inverse l'influence du climat sur l'être humain. C'est à cela que je m'intéresse dans mon livre, à ce qu'on appelle communément les théories des climats, modèles qui décrivent et systématisent les influences des climats sur la constitution physique et morale des hommes. Ainsi, ceux du Nord seraient blancs, robustes, vaillants, ceux du Sud noirs, petits, mélancoliques, et ceux du milieu, un peu entre deux, à tout point de vue. Vous avez peut-être entendu parler de cette théorie du déterminisme climatique, qu'on trouve notamment, c'est sa plus célèbre apparition, au XVIIIe siècle dans l'Esprit des lois de Montesquieu. Mais elle remonte en réalité à Hippocrate dans son traité intitulé « Des airs, des eaux et des lieux », auquel le titre de mon livre fait allusion. La période qui m'intéresse, moi, c'est la Renaissance. Pourquoi ? Parce que c'est une époque de grands bouleversements géographiques et que les théories antiques des climats se trouvent adaptées dans les textes à ce nouveau contexte issu des grandes découvertes. Or, aucune étude conséquente n'avait été consacrée aux théories des climats à la Renaissance, lacune que j'ai eu envie d'essayer de combler. Mon livre est composé de 4 chapitres qui abordent autant de mises à l'épreuve des théories des climats face au contexte géographique de l'époque. Dans le premier chapitre, je m'intéresse à la question de la zone torride. Alors qu'on avait toujours cru qu'on ne pouvait ni habiter ni même franchir cette zone proche de l'équateur au risque d'être brûlé vif par le soleil, on s'aperçoit au XVe siècle que c'était une erreur. Le deuxième chapitre interroge la place accordée à l'Amérique au moment de sa découverte par les Européens dans les représentations du monde régies par les théories des climats. Le troisième chapitre traite de la couleur de peau et des conséquences du constat par les Européens de la Renaissance de la couleur relativement claire des Indiens d'Amérique, vivant pourtant sous les mêmes latitudes que les Noirs d'Afrique. Et le quatrième chapitre, finalement, analyse la rencontre dans les textes entre les théories des climats d'un côté, qui mettent l'accent sur l'appartenance de l'individu à un climat déterminé et déterminant, et de l'autre côté, la pensée cosmopolite, qui, elle, insiste sur l'universalité, sur la possibilité pour l'individu de se dire citoyen du monde entier. Le besoin d'adapter le déterminisme climatique à une nouvelle géographie a une conséquence sur la définition même du mot climat. Jusqu'alors, il désignait une bande de terre parallèle à l'équateur. C'est au XVIe siècle qu'il commence à prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir l'ensemble des conditions météorologiques d'un lieu. Lorsqu'on utilise le mot climat qui semble courant, presque banal, et son sens évident, on ignore souvent qu'il charrie en réalité toute une histoire qui nous dit beaucoup sur la compréhension qu'on a eue à travers les siècles du rapport entre l'homme et son milieu.